On peut y aller? Hop, hop. On passe là. Bonsoir, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, c'est un événement un peu spécial qui sort de la programmation habituelle. Puisque nous recevons à l'occasion des 10 ans du rugby mécénat un certain nombre de personnalités que je vais vous présenter. Donc on peut commencer par Lorraine Gobin, qui est la directrice générale de rugby mécénat. Précédemment, elle était curatrice, puis présidente de l'Institut Momentum. Je regarde mes notes parce que moi je connaissais Lorraine que pour rugby mécénat. Donc voilà Lorraine qui est à ma gauche, Stéphane Tidet que vous connaissez certainement, qui est un artiste et qui est enseignant aux Beaux-Arts de Nantes, Djewadi Adjab qui est vraiment alors là la vedette des Beaux-Arts, puisque il a une exposition remarquable, un magnifique diptyque qui est à Saint-Eustache en ce moment. Le vernissage c'était jeudi dernier je crois. Bon, moi j'ai pas pu y être jeudi dernier parce qu'on faisait un talk ici avec Christine Massel, mais je suis passé vendredi et je te félicite, vraiment c'est magnifique, ça s'inscrit parfaitement dans la nef de Saint-Eustache, dans cette magnifique église qui était la plus grande avant je crois Saint-Sulpice, mais maintenant elle est détrônée. Et puis Gaël Charbot qui est le commissaire de cet événement que je viens d'évoquer et qui est donc commissaire que je suis allé chercher là dans les locaux boulevard Raspail parce qu'il prépare l'exposition Imridge qui ouvre donc, ça c'est Gaël, c'est vendredi. Voilà, donc il y a cette histoire de commande et œuvre in situ qui fait l'objet du débat ce soir, c'est quelque chose qui nous intrigue tous depuis un moment. D'ailleurs, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une commande, qu'est-ce que c'est qu'une demande, qu'est-ce que c'est que le in situ, enfin, tous les termes qui sont ceux déployés dans l'annonce de cet événement. Et moi, j'aurais voulu d'abord vous poser la question. Alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre en premier, mais dans la typologie de l'œuvre in situ, on a l'habitude de séparer les œuvres faites en amont, dans un atelier, pour un site particulier, et l'œuvre élaborée sur place. Est-ce que la commande in situ porte une attention particulière à l'écart entre le lieu de production et le lieu de diffusion, ou est-ce tout ça, ce sont des notions obsolètes, cet écart entre diffusion et production? Est-ce que peut-être Stéphane, un artiste, peut répondre à ce sujet? Oui, ça marche. Mais je crois que ça doit être assez différent pour chacun de nous. Moi, pour ma part, j'ai pas tout à fait ce rapport à la production en atelier, puis ensuite venir y mettre mon travail, puisque finalement, moi j'ai un atelier, mais finalement beaucoup plus pour m'en échapper. Et en général, je travaille beaucoup avec comme composante le lieu qui m'accueille. Donc, c'est-à-dire, c'est presque dans, je dirais, si je devais faire le listing des éléments, des matériaux avec lesquels je travaille, j'y mettrais le lieu. Donc, c'est un peu moins comme peut-être une boîte dans laquelle je viendrais mettre un travail déjà fait. Alors, ça m'arrive, j'aime bien me contredire, mais voilà, j'ai quand même plus facilement ce réflexe de réagir à un lieu et de travailler avec, surtout. Et pour notre artiste invité, qui est peintre, alors la question est peut-être très différente. Il faut savoir que Stéphane, c'est un travail de volume, essentiellement. Exactement, c'est complètement différent, parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler à l'atelier. Donc, pour ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé visiter le lieu, et bien sûr, les pièces que j'ai présentées, elles étaient faites en fonction de ce lieu-là. Donc, je trouve que c'est un regard assez différent par rapport au travail ou de la manière de travail de Stéphane. Donc, et après, le travail in situ, je pense que il a plusieurs définitions, mais après, c'est difficile de prendre position. Et Lorraine, cet écart entre production, Lorraine Gobin, cet écart entre production et diffusion, c'est quelque chose qui a été pensé quand vous avez mis en place la chaîne de commande, on reviendra sur ce terme, mais de rugby mécénat. Nous, l'idée, c'était vraiment de proposer
proposé aux artistes d'investir un lieu et de prendre en considération un espace qui ne s'apparentait pas au White Cube, en fait. C'était leur permettre de développer un nouveau travail, donc de réfléchir aussi, on va dire, sur le long terme, puisque quand on a un investi, comme Stéphane, par exemple, le Collège des Bernardins, ou parce qu'on a travaillé ensemble sur ce projet-là, et de Wadi, l'église Saint-Eustache, on est obligé de prendre en considération dans son travail l'histoire du lieu, les dimensions, et donc toute la vie aussi qui s'apparente à cet espace-là. Donc nous, c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'était de leur permettre de s'exprimer dans un espace qui sort du White Cube traditionnel, où les artistes peuvent exposer un travail qui est déjà fait ou un autre travail. Et pour Gaël Charbot, donc le commissaire actuellement de Saint-Eustache, cet écart entre diffusion et production, vous vous souvenez, Gaël, que cette histoire d'atelier, c'est quelque chose qui dans les années 2000 semblait obsolète. Il y avait même des ouvrages qui étaient sortis sur la fin de l'atelier. On était finalement tous travaillaient sur ordinateur, et puis il n'y avait plus cette nécessité, et on pourrait travailler pour voilà, pour le moment venu, ce qui éliminait aussi la contrainte de stockage. Et donc, cette histoire de production, diffusion, est-ce que ce sont des notions déjà qui sont obsolètes ? Non, je pense pas que ce soit des notions obsolètes, mais je crois que la question qui est un peu en filigrane, c'est aussi plutôt la destination en fait de ces œuvres, parce que quand on travaille dans son atelier, c'est vrai que tu le soulignes, les artistes peut-être, enfin après c'est difficile sur des temps aussi courts, mais c'est vrai qu'on note aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes générations, un retour à l'atelier avec une volonté de travailler dans l'atelier. Enfin, moi, je le constate au travers des artistes avec lesquels je travaille, mais c'est surtout pour moi un écart de destination, c'est-à-dire que généralement travailler pour un lieu, c'est souvent pour un lieu qui va aussi offrir un autre public que le public pour lequel on se destine à l'atelier, qui est si je caricature un peu, qui est soit un public effectivement muséal, quand on parlait de White Cube ou de galerie, ou en tout cas de circuit de l'art contemporain, je dirais, et le travail in situ, pour une partie des cas, en tout cas, de ceux dont on est en train de parler, bah, c'est aller à la rencontre d'un public qui n'est pas forcément familiarisé avec l'art. Excuse-moi Gaël de t'interrompre, mais on va en parler après. Tu vois cette histoire de in situ et de in socius, c'est la notion que utilise Nicolas Bourriaud. Hein, voilà. On apprenait des choses ce soir. C'est balèze. Et donc, alors là, c'est vrai que j'étais un peu trop terre à terre, mais alors moi je l'aborde plus par rapport à cette question-là, et je dirais deux pans par exemple dans mes recherches actuelles qui se sont séparés, qui est le travail pour le White Cube en tant qu'exposition, et puis le travail, je dirais plutôt dans la cité, mais au sens où ce sont des bâtiments poreux avec l'extérieur. Alors on sait que sociologiquement, la porte du musée ou la porte de la galerie, c'est une porte qui est plutôt intimidante pour une catégorie de la population, d'ailleurs qui n'est pas forcément classée sociologiquement, mais simplement le fait de se dire, voilà, de l'autre côté, ça a l'air d'être des initiés, ou ça a l'air d'être des gens qui détiennent un espèce de savoir esthétique, ou voilà, il peut se mélanger plein d'appréhensions par rapport à ça. L'avantage, je dirais, en tout cas, de la commande pour le lieu, c'est que on pense l'œuvre aussi de manière... j'ai l'impression, en tout cas les projets, bon, tu te rappelais celui avec Stéphane Tidé au Bernardin ou quoi, bah, c'est un projet que jamais on s'est posé la question, tu me coupes Stéphane si je me trompe, mais de réception, enfin on s'est pas dit est-ce que ça va être compris en fait, on s'est dit voilà, c'est hyper, c'est fort pour un lieu, et un lieu qui a déjà des habitudes et des usages. À Saint-Eustache, c'est la même chose, c'est-à-dire que on vient inscrire l'art dans un endroit où les gens, c'est-à-dire que on vient s'inscrire dans des habitudes, quoi, dans une conscience, dans une connaissance déjà établie du lieu, et c'est ça qui change aussi je trouve cette relation. Alors tu parlais plus de l'atelier, je sais pas s'il faut en parler techniquement ou pas, mais c'est quand même des œuvres qui sont produites en atelier. C'est pas des œuvres qui sont construites elles sont construites sur le lieu, mais elles sont pensées de manière soit sous forme de maquette, soit sous forme de test. Stéphane, il fait beaucoup de tests et évidemment d'essais qui sont qu'on pourrait considérer être des tests d'atelier d'une certaine manière, mais c'est là où, mais l'œuvre ne peut prendre sens et ne se réalise que dans le lieu où elle s'inscrit. Gaël, tu peux montrer des images, on me demandait, parce que bien sûr, comme ça,
Alors, parce que ça, c'est la responsabilité de montrer les images qui est vraiment une erreur fatale. Comme ça, on a une belle image en fond, et ça permet peut-être de parler de ce projet que tu as mené au Bernardin, enfin au Collège des Bernardins, je ne sais pas si vous le connaissez, là, tout proche d'ici, dans le 5e arrondissement, avec Stéphane Tidet. Peut-être que vous pouvez parler. Je te laisse en parler. Oui, alors c'est un projet qui s'appelle Solitaire. Et lorsque j'étais invité et que j'ai découvert le lieu, il y a un espace. Moi, voilà, forcément, je réagis au lieu. Et il y avait un mouvement comme ça du corps. C'est une sacristie qui est un peu dans la partie du fond du collège. Et une sacristie où il y a une tombe, d'ailleurs. C'est cette particularité. Et il y a ce mouvement du corps qui fait qu'on descend des marches, on va vers quelque chose, voilà, le corps y descend et ça et quelque part assez rapidement j'ai vu une sorte d'abîme, un moment de silence, quelque chose presque quelque chose qui m'appelait une déambulation en montagne, on descend vers un lac, vers une étendue. Donc très vite, en fait, assez rapidement, j'ai proposé d'inonder la sacristie de manière à ce que ça puisse me permettre d'avoir une surface tendue pour dessiner avec deux arbres qui avait été que j'ai récupéré d'un long voyage au travers les mers, puisque ce sont des bois flottés, hein, comme on appelle. Donc j'avais envie d'un certain contraste entre un tumulte un peu que colportaient ces formes, une sorte de violence naturelle, et puis ce calme, cette surface tendue, noire, sur laquelle je pouvais alors dessiner avec un mouvement très simple, qui est le mouvement circulaire. Voilà, alors avec une photographie, c'est pas évident. Il faut imaginer que en fait, ces bois étaient suspendus par un système, hein, on était à 9 mètres, je pense, 9-10 mètres de haut presque. Et donc très lentement, on avait ce filin qui suspendait. C'est extrêmement impossible à prendre en photographie. Enfin, je veux dire, la photo ne rend rien du tout. C'est dommage. Mais et donc effectivement, la pointe de l'arbre qu'on devine là, en fait, effleurait la surface de l'eau. Donc techniquement, je vous passe les détails. J'adorerais en parler des heures parce que c'est des bons souvenirs quand même. Il fallait soulever ces bois flottés qui pesaient 1 tonne pour qu'ils viennent simplement effleurer la surface de l'eau. Et donc ils venaient toucher l'eau comme ça. Et en fait, ce qu'on ne voit pas bien sur ces images, c'est que ce dessin, cet effleurement était reproduit par réflexion, quoi, avec juste de lumière, venait se matérialiser aussi sur les murs. Donc on voyait ce reflet se dessiner et tourner presque autour de nous, avec une extrême grâce et beaucoup de légèreté en fait. Alors même qu'on pouvait prendre conscience, on ne pouvait pas douter que c'était du vrai bois, donc on sentait bien que c'était des masses qui étaient en présence, et c'était pour juste un endroit de contact comme ça extrêmement délicat. C'était juste pour compléter la description. Et d'ailleurs, tu avais dit, petite anecdote, on a le droit de faire des anecdotes, Alain, ou... Oui, bien sûr, bon, tout anecdote. Est possible. C'est l'avantage d'être au Beaux-Arts. On avait dit à Lorraine, qui était mécène de ce projet, il faut faire venir des lumières. On avait un super gag des lumières qui arrivait avec un camion complet de lumières dans tous les sens, parce qu'on savait pas très bien comment éclairer ça, c'est très complexe. Et puis Stéphane, donc le gars a débarqué des caisses de lumière, on a fait plein d'essais, puis Stéphane il dit bon, on enlève celle-là, mais ça on enlève, ça on va enlever, puis à la fin on avait juste 2 phares de bagnole, quoi. Donc en fait, c'était assez comique et ça marchait parfaitement, et ça rejoignait complètement ce que tu dis on avait l'impression d'arriver au bord d'un lac ou au bord d'un truc éclairé de nuit, quoi, en fait. Et donc, tout le matériel finalement superflu a disparu dans cette installation pour ne garder que l'essentiel, quoi. Et alors, là, on est sur le cas d'une œuvre qui ne peut pas être déplacée ailleurs, quoi. On est vraiment dans le in situ. C'est ça aussi. Comment vous le définiriez, vous? Parce que on a Lewadi qui nous fait une œuvre qui va certainement être destinée à être ailleurs, parce que cette œuvre qui est à Saint-Eustache, combien de temps va-t-elle rester? 2 mois. Pendant 2 mois. 2 mois. Ouais. Et après, cette œuvre, elle est destinée... Quel est son devenir? Parce que il faut savoir que... Je ne sais pas si on va pouvoir voir une image, mais voilà. Il faut savoir que l'image... J'imagine que je peux te tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu es allé dans la nef, tu as pris des photos avec le prie-dieu, et qu'ensuite, cette œuvre, elle est conçue dans le lieu et dans l'atelier. Donc il y a toute une série d'allers-retours, puisque tu vas dans la nef, tu vas à l'atelier, tu retournes dans la nef. Et quel est le devenir de cette œuvre? Est-ce qu'elle est...
C'était un point vraiment important sur lequel on a bien échangé avec Gaël. Donc le but, c'était pas seulement de faire de faire ce projet-là spécialement pour l'église et on a pensé plutôt à l'après. Donc c'était un projet qui peut être montré à l'église, mais en dehors de l'église, prendra une autre forme. Donc là, encore une fois, on va parler du lieu et son impact. Donc c'est encore une fois l'avantage des pièces in situ, c'est que les pièces, ou plutôt le lieu, va changer en fonction de la pièce, et la pièce et la pièce aussi, elle va changer en fonction du lieu. Bien sûr, elle va changer dans son rapport, mais du coup, il y a quelque chose de paradoxal de faire une œuvre in situ qui n'est plus in situ. En tout cas, parce que dans le cas de Stéphane Sidet, on a in situ temporaire, et la pièce, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et forcément, peut-être que ton bois flotté, tu l'as utilisé pour autre chose, ou enfin, toujours est-il qu'elle n'existe plus qu'à l'état d'archive maintenant. Alors, étonnamment, pour celle-ci, j'ai été réinvité à Florence également, dans une chapelle. Et il se trouve que cette chapelle avait à peu près... Enfin, avant tout, j'ai été invité pour la remontrer à Florence. Et c'était une vraie question. Est-ce que c'est réactivable? Est-ce qu'on peut la refaire? Qu'est-ce que nécessite comme voilà, j'ai réagi à un lieu. Comment je peux faire résonner un autre lieu avec le même geste? Et j'avoue qu'au début, c'était pas évident pour moi. Et puis, après avoir recherché pas mal des lieux sur Florence, on a trouvé une chapelle qui avait quasiment les mêmes caractéristiques. En fait, la seule différence qu'on montait des marches plutôt que les descendre, mais j'aimais aussi cette inversion. Et voilà, et je crois que la pièce a pu réexister, mais dans un lieu, c'est-à-dire que je l'aurais pas fait dans un white cube, je l'aurais pas fait dans un. Il y avait quand même besoin de cette atmosphère particulière, tu veux dire? Atmosphère particulière, ouais, tout à fait. Il y avait cette question du silence aussi, qu'il fallait que je trouve et que je ressente en arrivant dans un lieu. Ouais. Et Lorraine, donc Lorraine Gobin, je vais vous donner le nom. Et donc, qu'est-ce que ça signifie de travailler comme ça dans des lieux sacrés? Est-ce que c'est une dominante du rugby mécénat, ou c'est juste une série de coïncidences qui fait qu'on parle du projet des Bernardins et puis du projet de Saint-Eustache? C'est plus une coïncidence. C'est vrai qu'on a travaillé, on a pas mal travaillé avec l'église Saint-Eustache et avec le collège des Bernardins, mais on a aussi fait des projets au Palais de la Porte Dorée, d'ailleurs aussi avec Gaël. On a travaillé avec des FRAC sur les sites industriels du groupe Ruby. Donc, on aime bien investir des lieux qui sont ouverts à accueillir l'art contemporain, mais qui ont aussi un espace atypique. Donc, c'est vrai que les églises ou les lieux comme le collège peuvent s'inscrivent en fait dans ce type de projet. C'est pour ça qu'on a pas mal travaillé avec eux, mais on va dire, quand on invite des artistes, on leur laisse carte blanche. Voilà, il n'y a pas de lien forcément avec le sacré. Forcément, ce sont des lieux, on va dire, spirituels. Donc, il y a un respect quand on rentre à l'église Saint-Eustache. C'est une église vivante, comme le collège des Bernardins, d'une autre manière, mais donc l'artiste doit, dans son travail et dans l'élaboration de son projet, prendre en considération cette part, on va dire, de spiritualité. Mais ce sont plus des projets qu'on trouve intéressants dans le lieu, on va dire vraiment le côté in situ dont on parlait, plus que la partie, on va dire, spirituelle. C'est là justement, on a un artiste qui devait être présent ce soir, qui s'appelle Joël Andriano Mearisso, qui malheureusement ne pouvait pas être là, et qui en ce moment justement a une exposition au Tour et Rempart d'Aigues-Mortes. Et c'est pareil, un projet qu'on a soutenu avec le CMN. Et donc voilà, là, ça prend une autre dimension, mais c'est également un lieu qui a une histoire. Et donc, c'est toujours cette approche que l'artiste doit prendre en considération l'histoire d'un lieu qu'on trouve intéressant, plus que la partie, on va dire, religieuse. Et Ruby, c'est aussi une collection, Ruby Fondation, ou c'est... Alors, effectivement, on achète aux artistes qu'on soutient des œuvres, mais c'est plus dans l'accompagnement de l'artiste, plus que vraiment créer une collection d'entreprise.
Alors, je voudrais revenir sur un terme, puisque c'était aussi le titre de l'intervention de ce soir, c'était commande et in situ, enfin il y avait ces deux termes, et donc pourquoi est-ce qu'on parle de commande à votre avis Gaël, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de commande et de demande? On dirait pas, par exemple, commande à un musée. Un musée ne commande pas une œuvre. Il y a tout de suite une dimension qui serait liée à l'allégeance ou qui serait liée à une notion négative. Alors, est-ce qu'on peut, quand on parle de commande in situ, est-ce que plutôt est-ce que, Gaël, Lorraine, vous pensez que c'est plutôt des demandes que vous faites? C'est juste parce que le terme est resté tel qu'il était. Moi, je pense que ça vient de cette histoire de la commande du sens justement qui est ancré dans une histoire de la commande où des mécènes ou bien certains pouvoirs passaient commande à des artistes pour transformer un lieu, pour honorer un lieu, pour honorer une mémoire. Je pense que c'est pour ça qu'on a gardé ce terme et que du coup aujourd'hui dans la communication ça reste assez valorisant. On dit pas on fait bosser un artiste, on dit on lui passe commande quoi. Mais en gros ça veut dire la même chose. Sauf qu'effectivement cette dimension du lieu implique que l'artiste vienne s'adresser au lieu en fait. Et je pense que dans cet implicite ou dans cet inconscient du mot commande, il y a cette idée que on lui donne une carte blanche, c'est ce que dit Lorraine, mais implicitement cette carte blanche elle doit résonner avec le lieu. On vient pas projeter un truc dans, tu vois, il y a une dimension de. Ce serait plus une commande pour un lieu et une demande pour une œuvre. Alors, ce serait plutôt ça. Ouais, moi, j'y vois plus presque le mot de lecture, c'est-à-dire que l'œuvre, elle vient apporter une lecture. Quand on fait, si on reprend l'exemple de Stéphane avec Solitaire ou Bernardin, ben, c'est sûr qu'on venait apporter une lecture extrêmement étrange de cette ancienne sacristie. Qui a des qualités, je veux dire, mais là qui du coup devenait un lieu complètement différent. Et moi, enfin, j'ai vu qu'on avait des images, Stéphane, de ce que tu as fait pour l'abbaye de Maubuisson, tout ça. Je pense que c'est bien d'en parler aussi après, parce que on voit comment des œuvres viennent révéler, enfin transfigurer, enfin alors j'enlève transfigurer parce qu'il faut pas rester dans la terminologie religieuse, mais vraiment transformer. Oui, parce qu'à l'abbaye de Maubuisson, c'est désacralisé. Hein. C'est un lieu qui est, contrairement aux Bernardins et à Eustache, qui sont des lieux sacrés. Alors, moi, je tiens à préciser que c'est vrai, la commande qui a été passée à De Wadi n'est pas une commande religieuse. Il ne s'agit pas d'illustrer. C'est très important d'amener quand même cette chose. C'est pas une commande. On n'illustre pas un texte religieux, un fait religieux, une histoire de la religion. Pas du tout. D'ailleurs, la commande, c'était une œuvre pour ce qu'on appelle le banc d'œuvre, qui est en fait cet espace que vous voyez là, qui a quelque chose de en fait qui notamment porte un nom d'un certain nombre de notables, etc., mais qui a été pendant la Révolution un endroit aussi où on jugeait un tribunal révolutionnaire, donc à une histoire comme ça très chargée liée à Paris, et qui, en réflexion avec les Beaux-Arts, c'était posé comme ça, comme préalable. On avait suggéré qu'une œuvre soit pensée pour cet endroit, en fait, sans obligation, mais c'était un peu l'idée. Et donc, De Wadi, il a répondu en s'appuyant sur des éléments de vocabulaire de Saint-Eustache. Il a repris le sol, on le voit sur l'image, il a repris le prix Dieu, mais De Wadi, il a tiré le projet dans son propre travail, qui est la danse contemporaine, cette relation au corps, au tissu, aux chairs, et à cette espèce de point de déséquilibre, de moment de basculement, qui renvoie peut-être à une forme d'extase, quoi, mais qui n'a rien de religieux. Et je m'avance pas en disant ça à De Wadi, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Et donc, c'est aussi, je dirais, dans la commande, il y a un double respect, c'est-à-dire qu'à la fois l'artiste a une espèce de projet pour un lieu, et a priori il n'est pas là pour le massacrer, sinon mais le commanditaire accepte aussi que la réponse de l'artiste soit je ne sais pas forcément ce qu'il attendait, et ne caresse pas forcément dans le sens du poil ou d'une doctrine ou d'une pensée. Et donc ça c'est en tout cas moi les projets que j'ai accompagnés étaient toujours très clairs par rapport à ça. Il n'est pas question de venir docilement illustrer quelque chose. Par contre, chaque projet, que ce soit on aurait pu parler, Lorraine, aussi du projet avec le Palais de l'Immigration, on essaye en s'appuyant sur la force du lieu et de ce qui charrie comme histoire, comme passé, de l'amener vers ce qui nous est notre terrain, c'est-à-dire l'art contemporain et les messages qu'on y fait passer, quoi. Donc je pense que c'est un travail dans les deux sens, ce mot commande. Et Stéphane, le mot commande, ça te pose pas de problème, parce que je sais que tu es plutôt quelqu'un d'indocile, donc.
Non, mais justement, je réagissais un peu en entendant le mot parce que je me disais que moi, je l'entends assez peu finalement quand on me propose un projet. En fait, on me parle d'invitation. Et je crois que c'est plutôt un mot qui fait plus de sens pour moi parce que, enfin, voilà, comme une invitation, quelconque invitation, on est d'abord, on va timidement rencontrer un lieu, essayer de comprendre là où on est, et puis on y va malgré tout avec son esprit. En étant honnête, sincère, voilà, je crois que et c'est par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que on n'est pas là pour se plier, se tordre au lieu, mais on l'écoute, voilà, comme une invitation, et malgré tout, on y va entièrement. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être le mot invitation me parle plus que le mot de commande que je rencontre finalement assez peu dans. Déwadi, pas de difficulté avec ce mot? Non. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste un jeu sémantique et finalement on n'a pas l'impression que Lorraine est derrière en disant attention, non, attention. mais c'était vraiment une carte blanche. Bon. Lorraine, par rapport à cette histoire de demande, commande, est-ce que c'est quelque chose qui pose pas de difficulté? Comme dit Gaël, je pense que c'est plus un terme qui est utilisé de façon, on va dire, pour des habitudes un petit peu. Je suis d'accord avec Stéphane. En fait, c'est vrai que nous, ce sont des cartes blanches. Donc, généralement, un lieu, et nous, on accompagne. C'est effectivement joli de dire qu'on invite l'artiste à investir un lieu plus qu'une commande. Après, la commande, effectivement, comme il y a une production particulière justement pour ce projet-là, c'est pour ça que ça rentrait. Après, c'est des termes qui sont utilisés, comme tu disais, de façon à vraiment identifier, on va dire. Parce qu'ils ont une histoire, c'est ça. Voilà. On les utilise pour leur historicité, disait Gaël. Ouais, c'est ça. Voilà. Je voulais vous demander si ces commandes, les commandes en tout cas celles que je connais de Ruby, pas toutes, hein, mais elles ont généralement pour but d'être dans des lieux qui ne sont pas des musées ou des centres d'art, mais dans des lieux autres qui pratiquent la gratuité. Est-ce que l'on peut dans ces cas revenir à ce que disait Gaël, c'est-à-dire parler d'art public? Est-ce que c'est un terme qui vous conviendrait? Enfin, il n'y a pas d'art pas public. Enfin, tu vois, oui, il n'y a pas d'art privé. Enfin, pour moi, j'espère pas. Par contre, il y a un art qui peut être, disons, effectivement, comme celui des musées, dans les réserves, et qui apparaît de temps en temps. Alors non, on pourrait presque dire par extension un art vivant parce que justement il est en prise avec un présent. Donc le fait de passer commande, ça veut dire inscrire une œuvre dans une temporalité. Ça s'adresse au public contemporain par excellence, enfin je veux dire par définition. Et effectivement, c'est une œuvre qui est faite pour résonner avec un lieu, donc qui nécessite une présence et qui nécessite une tension avec le présent, quoi, dans un temps donné. Donc ça, c'est vrai. Mais ça rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au public. Ça veut dire aussi, a priori, quoique c'est pas toujours le cas, tu peux très bien avoir une invitation, une carte blanche dans un lieu qui est ultra select où 12 personnes vont. Je veux dire, tout est possible. Mais les projets, en l'occurrence, que je connais de Ruby et auxquels j'ai pu participer, c'est justement ce qui est excitant, c'est qu'on se dit, je veux dire là très récemment à Saint-Eustache, ce qui est incroyable, c'est que le jogging que porte cette jeune femme, quand on l'a photographié, Déwadi l'a photographié avec son équipe, etc., quand on sort à minuit de Saint-Eustache, les mêmes corps sont dehors. C'est-à-dire que cette jeune femme, elle est en train de sortir du métro, elle est en train de prendre un café ou une bière en terrasse, elle est en train de... Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une résonance là entre ce que tu peux voir à l'intérieur et ce que tu peux voir à l'extérieur et que ça crée vraiment une tension intéressante. Donc moi je pense que du coup, alors faut imaginer Saint-Eustache, vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, c'est un endroit de passage. Souvent, même le prêtre dit c'est la cour des miracles. Hein. C'est vrai que on discutait l'autre fois, il y a quelqu'un qui faisait la Manche qui est venu discuter avec nous, qui a parlé de l'œuvre de Déwadi. Il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un musée, je veux dire. Il y avait cette dame, je sais plus comment elle s'appelait là, qui d'habitude fait la manche devant, elle rentre, elle vient discuter avec nous, et donc il y a des tensions que tu vois pas dans une galerie, je dirais, de l'avenue Matignon, ou enfin tu vois pas assez souvent, je dirais, pour ne pas caricaturer non plus, mais donc je trouve que ce que tu dis par rapport à la gratuité, enfin ça peut aussi être gratuit dans un lieu plus select, mais c'est plutôt les publics, ça change les publics et ça change, enfin ça met les artistes en connexion ou en relation avec des publics qui sont pas ceux du circuit, je vais dire, de l'art
pour le public de l'art. Et c'est ça qui est la grosse différence. Donc ça pose la question de tout l'art urbain, de l'art dans la ville, de l'art dans la cité. Comment est-ce qu'on justement on se positionne par rapport à ça? Et pour moi, c'est un champ qui est extrêmement important aujourd'hui parce que ça permet à des artistes comme Dewadi, comme Stéphane et bien d'autres, d'aller sur le terrain commun de ces lieux fréquentés habituellement où les gens tombent pas forcément sur une œuvre d'art et qui va les confronter à cette réalité de la présence de l'art dans la cité, quoi. Et je pousse le bouchon un tout petit peu plus loin par rapport à... Je me permets juste de redire ici ce que j'ai esquissé le soir du vernissage. Moi, je trouvais que par rapport au parcours de Dewadi, par rapport à son histoire, par rapport à cette peinture, par rapport à un certain nombre de montées en puissance de discours en ce moment très clivants, relativement difficiles à entendre sur l'immigration, sur voilà, d'espèces de discours pré-mâchés, préformatés pour les réseaux, pour les médias, pour la pensée rapide, pratique et jetable, un travail plus complexe comme celui de Dewadi venait dire autre chose de ce qu'est un artiste, pour le coup issu de l'immigration, on peut le dire comme ça, enfin en tout cas voilà, issu de l'Afrique du Nord, qui a étudié en Afrique du Nord, qui voulait venir en France et tout, et Dewadi par sa pratique n'a pas besoin de le dire, quoi. Je veux dire, il est présent et il est bien plus présent qu'un certain nombre de discours, en tout cas à cet endroit-là, et pour moi c'était important. Voilà, donc je dis pas du tout que l'art, comment dire, in situ est un art politique, et Dewadi ne pratique pas un art politique en aucune manière, mais ça permet de dire aussi cette force de l'art contemporain et les messages qui sont, enfin, et l'interprétation et la manière dont on peut se les approprier et de les diffuser dans la cité, là où quand c'est dans le musée, dans la galerie, dans le Wild Cube, c'est peut-être plus réservé à un public initié, quoi. Donc, et Stéphane véhicule un certain nombre de propos aussi dans son travail que le grand public, au sens voilà, le plus flou du terme, avec lequel il n'est pas forcément en relation. Et c'est comment permettre ça. Ce qui m'a intrigué avec les expériences de Ruby, enfin toutes les commandes de Ruby, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression que vous travaillez l'élasticité de l'art public, parce que l'art public, a priori, c'est censé être dans la rue. Et là, ça devient dans des lieux de passage où on peut accéder voilà, sur les heures d'ouverture de Saint-Eustache, c'est quand même très important, c'est toujours gratuit. Donc il y avait aussi cette tension entre art public et privé, puisque les lieux de culte, même si les lieux appartiennent, même si je crois que les lieux appartiennent à l'État, mais c'est la gestion appartient au diocèse. Donc cette tension m'intéresse. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, vous, en tant qu'artiste, sur cette notion de public, mais en même temps dans un espace clos? Comment vous travaillez cette notion? Est-ce que finalement, ce qui compte pour vous, c'est l'œuvre et que ces notions n'ont pas véritablement d'importance? Si le public a toujours une forte importance, comment dire, il me semble que avant tout, de notre part, c'est une adresse, donc évidemment, elle est adressée au public. Est-ce qu'on fait une différence? Je me pose pas le mot public, il est compliqué parce que c'est un mot flou, c'est un mot fourre-tout. On s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse à ceux que l'on espère toucher. Voilà, on ne sait pas les nommer, on ne sait pas les identifier, mais le mot public, il est presque un peu trop large, un peu trop flou, comme on s'adresse à un endroit avec ses habitants. C'est souvent lié à un territoire particulier. Tout ça, je pense que quand on va travailler quelque part et qu'on va faire une proposition artistique, ça entre en compte même d'une manière inconsciente, en fait. C'est pas forcément quelque chose que l'on va travailler, c'est quelque chose qui nous habite quand on travaille. On fait sûrement pas la même œuvre dans un territoire et dans un autre. Il y a forcément, on est éponge quand même de quelque part. Donc je dirais pas que c'est un acte volontaire d'essayer de penser au public, aux gens qui vont regarder, qui vont recevoir. Je pense qu'en fait, on l'a en tête, on lui adresse quelque chose sans le connaître, en fait. Mais en sentant un peu quand même des caractéristiques. C'est-à-dire que oui, quand on fait une intervention dans une chapelle ou à l'extérieur, dans l'espace public, à la campagne, dans une ville, tout ça a des résonances forcément différentes. Je pense que
même le rapport à la temporalité d'un public, c'est-à-dire que quand on travaille faire une œuvre dans une ville, dans une rue, il y a une rapidité de sa rencontre. Il y a une sorte de fulgurance, il y a un côté zapping quand même de cette rencontre avec l'œuvre. Quand on travaille dans un espace tel que... Oui, là c'est une œuvre que j'ai fait justement dans l'espace public, donc au Havre, le bassin du commerce, et donc qui est une œuvre qui s'appelle Impact, qui sont deux jets d'eau écartés de 60 mètres, et qui, lorsqu'ils s'activent, se rencontrent en un impact, un éclat. Il faut bien parler. Il faut bien parler dans le micro parce qu'il est particulier. Le son est disséminé après. Comme un fracas et un brouillard. Et justement, comme j'étais invité pour penser une œuvre pérenne dans l'espace public, c'est tout un tas de questions qui m'ont inquiété, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire comment une œuvre surprend encore, comment on ne s'y habitue pas, comment elle ne devient pas juste une sorte de point de repère ou d'obstacle dans la rue. Il faut savoir que Stéphane, il a travaillé avec des choses étranges, hein, des loups dans les douves. Qu'est-ce que j'ai vu de ce particulier? On a vu tout à l'heure la chapelle qui était recouverte au sol d'eau. Il y avait, je sais pas, 20-30 cm d'eau, hein, à peu près. Et puis là, donc c'est des projets qui sont très spécifiques, qui nécessitent des moyens importants. Pour ceux qu'on cite, oui. Après, voilà, elle n'est pas toute la nature de mon travail, mais oui, en effet, pour ces projets-là, ce sont des projets assez longs à mettre en œuvre, assez techniques, évidemment. Mais voilà, là, pour en revenir à cette question-là, c'était c'est une œuvre qui s'active en fonction d'une météo, en fonction d'un calendrier, et en fait finalement, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va surgir. Il y avait aussi ce besoin de continuer à surprendre, à attendre, ne pas figer quelque chose dans un espace, et par rapport à la sculpture publique, en tout cas dans l'espace public, c'est avec toutes ces questions-là, ces inquiétudes que j'ai travaillé. Parce que c'est la diversité des projets de Ruby, mais c'est là qui m'ont c'est fondation, excusez-moi, fonds de dotation, je vais y arriver. Fonds de dotation Ruby, c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'est que effectivement il y avait des projets qui n'étaient pas pérennes, comme celui de Stéphane Tidet. Il y avait des projets comme celui de Djewadi, qui est de la peinture qui peut finalement être extrait du lieu pour reprendre sa place chez un collectionneur, au musée, enfin là où elle pourrait être, ou à l'atelier, si elle reste à l'atelier. Et puis un troisième projet que j'ai vu qui m'a le plus étonné, c'est celui de Tania Moreau. Est-ce que Lorraine, tu peux nous parler de ce projet? Parce que là, on est dans l'espace public, et là, on est sur des réservoirs. Et là, le public, l'œuvre est imposée au public d'une certaine manière. C'est dans la circulation que l'on perçoit cette œuvre sans avoir forcément d'éléments d'informations qui permettent de comprendre ce qu'est cette œuvre. Effectivement. Alors ça s'intégrait dans le cadre de la triennale Art et Industrie, la première édition que le FRAC Hauts-de-France maintenant de Dunkerque avait lancé, et donc il souhaitait investir la zone portuaire, la zone industrielle de Dunkerque, mais également la ville. Et donc nous, Ruby a un site à Dunkerque avec des réservoirs effectivement de stockage, et l'idée, enfin le FRAC souhaitait trouver intéressant d'investir ces espaces-là et trouver intéressant de demander à des artistes de les investir en fait. Et donc on a proposé à Tania Moreau, le FRAC avait déjà en tête quelques personnes, et donc c'est Tania Moreau qui a été choisie pour réaliser 2 œuvres pour ces 2 bacs. En fait, ces 2 bacs qui ont été investis, qui sera là, il y en a toujours un en visible, mais c'est pas des œuvres pérennes. Elles vont disparaître en janvier prochain, puis il y a une 2e édition de la triennale qui va être lancée en 2023, et donc on va suivre l'aventure avec eux. Donc on va proposer à un autre artiste d'investir, je pense,
ce site. On ne sait pas encore si ça sera des cuves. Mais voilà, on trouve toujours, nous, très intéressant, en fait, de permettre à des artistes qui le souhaitent, hein, de pouvoir s'exprimer sur ces bacs ou sur ces sites qui sont assez monumentaux, on va dire. Hein. Ce sont des Tania Moreau a fait une sorte de, comment dire, elle utilise son alphabet qui est si particulier et elle inscrit un certain nombre de phrases qui sont difficilement lisibles selon le point. Il faut prendre un point de vue global, ce qui est rarement possible avec elle. Mais toujours est-il que c'est presque une œuvre là de fresque, de peintre. Et donc ça se sera détruit alors. Détruit, retiré, oui, puisqu'elles ont vraiment été faites. Parce que ce sont des bâches que l'on peut... Ah, d'accord. Oui, donc de toute façon, elles disparaissent avec le temps. Et alors, si je reviens à cette idée d'art en public, Dewadi, comment est-ce qu'un peintre peut réagir à ce type de commande? Est-ce que là, c'est quand même un travail d'atelier qui est transposé dans la nef de Saint-Eustache, mais est-ce que faire des fresques, occuper, je ne sais pas, un réservoir, enfin peindre des grands volumes qui seraient reproduits sur un réservoir, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser, ou toi, c'est l'acte de peindre et du pinceau qui compte pour toi et qui fait que la reproduction sur une grande toile qui serait dans l'espace public n'aurait plus de sens? Je pense que 10 ans après mon baptême de feu, avec ce projet-là, je pense que c'est une question possible dans le sens où, après avoir eu une première expérience comme celle-là avec l'église Saint-Eustache, je pense que tout est envisageable. Je ferme pas les portes et je reste ouvert sur tout et ça reste quand même, c'est notre vie, on va passer, ça sera toujours des défis à relever. Mmh. Donc je pense en quelque sorte c'est faisable, ça reste toujours faisable, soit en peinture, soit avec un autre médium. Et toi, Gaël, c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est-à-dire prendre une œuvre peinte, la reproduire, la mettre dans l'espace public à une autre dimension, donc la photographier, et faire le trajet inverse. Souvent, dans la peinture contemporaine, beaucoup de peintures viennent de la photographie. Faire le trajet. Tu étais occupé de la Nuit Blanche, tu vas t'occuper du village olympique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, ce trajet de retour à la photographie à partir d'une image peinte? Est-ce que quelque chose serait dénaturé dans cette circulation? Non, enfin, la relation à l'image, on le sait, elle est présente aujourd'hui parce que ici au Beaux-Arts, vous le constatez tous les jours, il y a une forte demande et il y a un fort retour à la peinture qui est dans l'air du temps, qui correspond. Moi, je me l'explique pas forcément de manière très claire encore, et puis on sait que ça peut changer, on sait que ça peut ne plus être le cas dans quelques années. Hein. Il y a eu un moment où la peinture était plutôt pas la bienvenue aux Beaux-Arts et c'était plutôt discriminant de peindre. Et voilà, je pense que ça vient, enfin on comprend de quoi ça vient. Ça vient non, on va pas le comprendre ce soir, ça fera l'objet d'un débat, mais en tout cas les professeurs évidemment sont déterminants aussi. Hein. Qui enseigne, comment on enseigne, évidemment ça favorise ou non l'émergence de certaines pratiques. Dans la ville, l'image c'est toujours efficace, mais en même temps, moi, dans mon travail, que ce soit effectivement dans les réflexions que je mène pour le futur village olympique, ce que j'ai essayé de faire dans Nuit Blanche, c'était pas de privilégier justement cette immédiateté de l'image, parce que bon, c'est quoi la ville? Historiquement, c'est normal que l'image émerge. D'abord, elle était plus ou moins religieuse, elle était liée au besoin de signaler des choses, évidemment. La ville, c'est un endroit où on doit se repérer, donc l'image, elle vient marquer le territoire, elle vient dire à tel endroit il se passe ceci, ou là existe cela. Et je dirais que tout le travail que moi j'essaye de faire, c'est au contraire de découdre cette relation qu'on peut avoir à la ville et de rendre possible l'émergence d'une ville qui soit justement moins normée ou moins, je dirais, caricaturale. Donc j'essaye plutôt, je ne veux pas vous embarrasser avec les réflexions que je mène sur le village olympique, mais j'essaye plutôt de ne pas aller vers l'image pour le coup, d'aller plutôt vers... est-ce que, par exemple... un village olympique, c'est-à-dire un futur quartier en Seine-Saint-Denis, est-ce que ça peut être un endroit où on sent autrement la présence de la nature, la présence des saisons, le cycle du jour et de la nuit, l'humidité, tout ce qui relèverait d'une, entre guillemets, écologie,
et qui n'est justement pas, ne consiste pas à peindre un arbre vert et de dire on a fait un geste écologique, quoi. Donc j'essaye, moi, au contraire, d'aller chercher les artistes sur la manière dont eux ont une intelligence de ce que peut être cette ville de demain et comment je sais que je peux leur faire confiance pour trouver des inventions, peut-être en tout cas des actes imaginaires qui vont me faire prendre conscience à moi, mais surtout aux générations à venir, de ce que peut être justement cette relation possible avec la nature, peut-être avec des micro-organismes plutôt que de peindre des oiseaux. Voilà, peut-être d'introduire l'obscurité plutôt que la clarté. Comment est-ce que toutes ces questions peuvent être travaillées dans une ville de demain? C'est évidemment des gros problèmes politiques, c'est des problèmes c'est aussi des choix qui vont à l'encontre d'un certain nombre d'usages ou de ce qu'on veut être des usages et de cette politisation de la ville ou cette, j'ai envie de dire, voilà, de cette systémisation de la ville, ce qui fait qu'aujourd'hui on a à peu près tous les mêmes bancs publics partout, on a à peu près tous les mêmes centres-villes, on a à peu près tout le temps la boutique Piki, la banque populaire en face, la rue pavée, la brasserie mais qui est en fait une chaîne et qui est un espèce de McDo déguisé. Donc en fait cette ville standard, cette ville appauvrie, cette ville en carton-pâte, j'essaie de réfléchir avec les artistes à la manière dont on peut lui redonner une authenticité, une vérité, une singularité, un endroit où on peut habiter au sens premier du terme. Donc voilà, je sais plus quelle était ta question, mais je suis content de pouvoir dire. L'idée, c'était de savoir d'abord la présence de l'image. Oui, la présence de l'image, et pas parce que ce que je voulais. Mais là, tu y es déjà arrivé. Hein, je voulais vous demander si pour vous l'œuvre publique, donc l'œuvre en extérieur, elle produisait des lieux autres, enfin sans utiliser un langage savant, tu vois, une sorte d'hétérotopie au sens de Foucault, c'est-à-dire un lieu autre qui produit des comportements différents. Et je pense que peut-être que la commande publique, ou même, mais ça peut se produire aussi en intérieur, puisqu'on a vu que là, pour Saint-Eustache, que les comportements sont autres. On rentre dans une église et on y fait autre chose que ce qu'habituellement on y fait. Donc c'est ça où l'hétérotopie peut être intéressante. C'est là où justement, ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais par exemple, Stéphane est beaucoup intervenu. J'ai vu qu'on avait des images aussi où tu as détourné l'eau de la Seine à la conciergerie. Je vais essayer de le montrer après. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est des lieux qui sont chargés d'un patrimoine, d'une histoire, on l'a dit, et puis en fait la rencontre avec un artiste contemporain non seulement va permettre peut-être pour certains tout simplement de découvrir cet endroit, mais il va aussi rafraîchir le lieu, quoi. Il va montrer que l'histoire n'est pas figée comme à nouveau un certain nombre de discours voudraient nous le faire croire aujourd'hui, relayés par des médias, que l'histoire n'est pas figé dans une espèce d'idéal comme ça, mais que l'art contemporain vient bousculer des choses, et quand c'est fait avec intelligence, mais ça produit au contraire une tension hyper intéressante entre cette dimension historique et cette intelligence historique et cette intelligence contemporaine en fait. Et donc c'est, je dirais que pour moi les commandes réussies, en tout cas les cartes blanches réussies, c'est quand ces deux intelligences vont arriver à s'articuler sans dire que l'une réécrit l'histoire ou que l'autre a perduré ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt comment justement on arrive à montrer cette contemporanéité de gestes passés, comment est-ce qu'ils viennent s'inscrire dans un présent sous l'impulsion d'une lecture d'un artiste, quoi. C'est ça l'intérêt en réalité de ces commandes, et ce qui nous sort du White Cube, parce que White Cube il a rien à dire, je veux dire c'est Stanley Kubrick, quoi. C'est-à-dire que c'est le White Cube blanchi, glaçant finalement de ces murs blancs qui n'ont pas d'histoire et pas de passé, qui sont figés dans le temps. C'est l'inverse finalement de ces lieux qui ont une histoire et qui du coup posent des questions aux artistes. Et moi, je connais que des artistes qui adorent qu'on leur donne des contraintes, en réalité. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est galère, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais en même temps, ça fixe un cadre, une histoire, une charge qui fait que tout de suite, ça va chercher très très loin en toi, en tant qu'artiste, de devoir répondre à ces lieux-là et d'aller d'y faire quelque chose, plutôt que l'espèce d'espace mental neutre et finalement imaginaire qu'est celui de la galerie ou du musée, je veux dire, peint en blanc. Donc ça produit, quand c'est bien fait, ça produit une troisième réaction comme une précipité chimique qui était justement quelque chose qui va servir ces deux espaces-temps, quoi. Donc c'est ça pour moi l'intérêt de ces commandes in situ, ce décalage qu'on crée en invitant des artistes dans des lieux qui ne sont pas prévus pour, je dirais, mais qui y résistent, parce que Saint-Eustache après De Wallis sera toujours Saint-Eustache en réalité. Mais avec De Wallis c'est toujours Saint-Eustache. La conciergerie avec Stéphane, je vais essayer de chercher une image, essayer de meubler pendant ce temps-là. C'était toujours la conciergerie, mais enfin c'était quand même un geste assez incroyable. Rappelle-nous ce projet, Stéphane, s'il te plaît, comme ça tu me permets de faire un double truc parce que je dois avoir la bouche de ce côté-là. C'est un projet qui a été réalisé à la conciergerie, donc et sur une invitation du Centre des Monuments Nationaux.
Je ne me souviens plus de la date. Mais... 2018. 2018, merci. Et voilà, moi je viens de la campagne et notamment des boucles, des méandres de la Seine. Voilà, donc mon arrivée à Paris était marquée par cette Seine, la même Seine, mais entre deux murs bien bâtis. Et puis tout de même toutes les histoires lorsqu'elle sort de son lit, lorsqu'elle elle vient un peu fricoter avec les premiers quartiers autour de la Seine. Et voilà, ça a développé tout un imaginaire. Et en arrivant, en visitant ce lieu, donc la conciergerie, qui est un haut lieu de pouvoir, plus que ça, c'était une prison. Il y avait les cachots avant, voilà, où on détenait les futurs guillotinés. Je me suis dit comment discuter avec cette histoire qui me dépasse, qui est extrêmement lourde et violente, comment faire une proposition avec ce lieu d'autorité. Alors déjà d'une, par rapport à comment on s'inscrit dans un lieu, moi ma grande difficulté, une fois qu'on était d'accord avec le Centre des Monuments Nationaux sur ce lieu, je me suis dit mais moi je ne vais pas pouvoir travailler partout dans ce lieu parce que ce lieu, donc il y a comme je vous dis des cachots. Moi ça je peux pas intervenir dans des cachots, c'est trop lourd, c'est trop fort. Mais il y a la salle des gendarmes, il y a la cuisine, il y a la salle des gardes, qui sont les lieux de fonctionnement en fait, presque de la technicité, l'administration du bâtiment. Donc là, je pouvais intervenir. Voilà, c'est pas tout à fait le rôle du bâtiment, c'est plutôt son fonctionnement. Et là, je me suis dit, tiens, j'aimerais y rentrer dans y faire rentrer un peu comme un cambriolage, quoi, rentrer par la fenêtre, un élément sauvage, le faire circuler dedans et le faire ressortir pour repartir. Presque une envie de liberté, quoi. Voilà, en tout cas, un souffle. Et puis, il y avait cette scène à côté de la conciergerie. Cet élément sauvage, difficilement domptable, avec moi j'avoue c'est la première chose je crois que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est me baigner dans la Seine justement sous le pont des Arts. Voilà, donc j'ai un rapport comme ça avec un élément un peu fort et central à Paris, mais que j'ai connu différemment avec un autre visage. Donc il y avait ce besoin de m'en servir pour raconter une autre histoire et surtout rappeler une autre histoire, c'est-à-dire en fait ça vient de plein de choses. Je suis un peu confus parce que ça vient de plein de choses. Il faut bien parler dans le micro, Stéphane, s'il te plaît. Voilà. Là, comme ça. Et en fait, c'est le pouvoir du dessin. En fait, c'est incroyable. Quand il y a une des colonnes que l'on voit où il y a un petit trait qui doit faire à peu près 20 cm, qui est juste un petit trait noir. Et en fait, c'est la hauteur de la crue de 1910. Donc, ce petit trait, donc qui est un dessin, d'un seul coup, m'a amené tout un imaginaire, toute une force qui s'était déjà invitée en fait d'elle-même dans la conciergerie. Donc il y avait, on parlait d'invitation tout à l'heure, il y avait une manière peut-être plus urbaine de ma part de la réinviter à nouveau. Voilà. Et tout en questionnant, en taquinant un peu toutes ces histoires-là, et puis avec peut-être une sorte de croc en jambe face à l'autorité même du bâtiment. Dans mon souvenir, l'eau était puisée à l'extérieur du bâtiment avec un système qui l'acheminait via une pente en fait qui déclinait qui rentrait par la fenêtre, c'est ça? Voilà, en fait, il y avait qui puisait dans la Seine. Elle passait au-dessus de la route, au-dessus du quai, voilà, avec une certaine hauteur pour faire passer les camions. Donc, elle passait au niveau du palais de justice, voilà, et puis rentrait par la fenêtre de la conciergerie. Donc, après tous les méandres, elle ressortait. Un endroit qui est assez beau, qui s'appelle le Saut du Loup, qui est entre deux tours du bâtiment, et puis elle repartait jusqu'à la Seine, encore avec une cascade. Ce qui était intéressant là par rapport à ce qu'on disait sur les territoires, les espaces, là par exemple un projet comme ça, puisque c'est pas un projet que je peux faire en un objet, c'est même pas un projet que j'ai vu en son entier, puisque c'est plutôt un cheminement, donc mon regard ne peut pas l'englober, c'est qu'en fait, je travaillais avec 4 typologies différentes de territoires. C'est-à-dire, il y avait les voies navigables de France, il y avait la voirie de Paris, il y avait le palais de justice et le Centre des Monuments Nationaux. Donc, ce sont des interlocuteurs à chaque fois extrêmement différents, avec des spécificités, des contraintes, des impossibilités. Et ce
que si ce projet aujourd'hui me tient à cœur, c'est parce qu'aussi il est devenu finalement une sorte pour moi d'allégorie même d'un projet, c'est-à-dire quand on ne peut pas aller à droite, on prend à gauche, et voilà. Et les méandres se sont dessinés un peu comme ça. Ta grande spécialité, parce que tu arrives toujours à tes fins, notamment, tu en parlais tout à l'heure Alain, quand tu es arrivé à réintroduire des loups dans les douves, c'était à Nantes. Et ça, c'est une vraie notion. Je réponds en décalé, et je m'appuie sur ce que dit Stéphane pour répondre à ta question, Alain. Nuit Blanche, c'est vrai que c'est ça aussi. C'est que les projets de cette envergure, les projets qui sont dans des lieux, en fait, c'est exactement ce que dit Stéphane. Ils vont entrecroiser des couches même professionnelles qu'on n'imagine absolument pas. Moi, je sais ce que c'est de travailler avec les voies navigables de France pour Nuit Blanche. C'est une galère sans nom. C'est des gens qui ne veulent pas que tu peux pas prendre une demi-bouteille d'eau publiquement de la Seine pour la mettre ailleurs, en fait. C'est 36 autorisations, la préfecture est dans la boucle à un moment. Enfin, c'est des espèces de trucs où on comprend aussi, c'est marrant, de la manière dont la société est structurée par corps de métier, par territoire, c'est exactement ce que tu dis. Et le projet artistique, en fait, il vient comme une épée, il vient totalement proposer de fendre tout ça. Et là, les gens sont en panique totale, parce qu'évidemment, ça les fait sortir complètement de ce qu'ils savent faire d'habitude. Et pour Nuit Blanche, par exemple, les parquets jardins, qui sont des gens qui entretiennent les parquets jardins, étaient ravis que des artistes proposent des choses dans les parcs, qu'on intervienne et qu'on leur passe commande d'une certaine manière sur certains lieux, parce que ça mettait en lumière aussi des savoir-faire, des gens qui travaillent tous les jours, plus ou moins, sans que personne forcément se rende compte de leur travail. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, l'art n'est pas seulement genre je montre un objet face à un public, mais c'est aussi comment un projet se travaille avec des corps de métier, va forcer des administrations à céder sur des trucs qui, franchement, toute autre demande ne fonctionnerait pas. Quand nous, on a piétonnisé 1 kilomètre sur les Invalides, par exemple, pour Nuit Blanche, il faut imaginer administrativement les montagnes qu'on doit franchir. Et ben là, on met sur le bureau du lundi matin un projet artistique. Il y a tout un tas d'emmerdes dans la vie pour ces gens-là, et là, il y a le projet artistique. Et là, c'est carrément le truc incompréhensible, parce que il y a pas de problème, en fait. Enfin, je veux dire, pourquoi faire ça plutôt que de rester tranquille? Eh ben, en fait, on va faire ça. Et on va mettre toute notre énergie à le faire. Et ça va vous gonfler, parce qu'on va pas lâcher le truc. Et puis en plus, on va appeler les copains d'à côté, les bureaux d'au-dessus, d'en dessous, et tout ça va pousser pour venir bousculer des hiérarchies, des habitudes et des structures administratives. C'est ce que je pense. Enfin, tu m'en avais touché 2 mots, mais je pense que ça a été très complexe pour la conciergerie de faire quelques mètres, en fait, parce que l'idée c'était de passer de la Seine à la conciergerie. C'est pas très loin. Il doit y avoir 20 mètres qui les séparent, non, je sais pas combien. Et oui, non, c'est ça. En fait, le dessin même du canal artificiel, c'est dessiné petit à petit en fonction des autorisations, des empêchements. Voilà, donc c'est 1 an et demi de préparation de dossiers, d'autorisation, de sursaut parce que telle chose n'est pas possible. Au Bernardin, quand on fait solitaire, évidemment, inonder la sacristie d'eau, c'est pas possible. Personne nous dit, oh génial, on adore votre idée, on va la faire tout de suite. Tout le monde dit, non mais vous n'y pensez pas, vous êtes complètement fou. En fait, ça commence toujours comme ça, ces projets-là. Et c'est ça. Et là, nous, on a le goût du sang. On se dit, ah, ça c'est bon, ça. On nous dit non. On nous dit tout de suite non. Ça c'est excellent. Là, on est réveillé, on est stimulé, on se dit, wow, on va y arriver. Et Stéphane, c'est un tueur sur ce truc-là. Il arrive à contourner les choses toujours, et il est toujours très doux. Parce qu'évidemment, il ne faut pas être dans l'opposition. Il faut être dans une forme de compréhension des empêchements de ces administrations, de ces structures qui respectent des règles, je dirais. Et donc, c'est là où l'artiste est complètement entre les lignes, quoi. Et évidemment, si c'est pas un artiste qui porte le truc, on n'y arriverait. On peut pas le faire. C'est pas possible. C'est simplement parce que justement, c'est profondément inutile. Que c'est Christo. Voilà, on a le bon exemple avec Christo récemment. C'est-à-dire que quelle est l'utilité? Aucune. Emmerdement maximal. En plus, ça piétonise la place, donc c'est la galère totale pour tout le monde. Et puis l'objet esthétique, surgit, quoi. Et là, bam. C'est une espèce de truc, tout de suite, on revoit les vieux râleurs, les gens qui sont carrément en sidération, tout se cristallise pour un projet, pour le coup, qui était entièrement financé de manière privée. Mais voilà, l'art dans la rue, là, bam, c'est tout de suite, tout le monde se sent en plus l'autorité de dire, mais c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. C'est vraiment la politique, on est en plein dans le cœur de la politique. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir cette tension, cette énergie et ces commandes qui réveillent toujours. À Saint-Eustache, il faut imaginer que le projet de Wadi, il a été très bien accueilli, mais tu te souviens, le premier jour, ce que nous disait le régisseur, il avait une dame qui fait des visites, je crois pour le patrimoine, je crois, c'est ça, qui était horrifiée carrément. Elle était, c'est horrifiant. Bon. Et donc, on cristallise des choses, on fait, alors même qu'on est respectueux, je pense. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est quand même, toutes ces commandes, finalement, suscitent beaucoup
cristallisation. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit des hétérotopies, mais est-ce que quand même, par moment, vous vous posez pas la question d'être instrumentalisé par le politique pour occuper l'espace public et pour faire une sorte de spectacle? Est-ce que c'est dans la commande? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce danger? Est-ce que Stéphane, Wadi, est-ce qu'il y a ce moment où vous sentez le danger de passer de l'in situ à in socius et du coup de devenir l'animateur que vous ne voudriez pas être? Je sais pas comment je peux réagir à ça, mais après c'est une prise de risque qui fait partie du travail. Donc on est dans l'inconnu, donc tout ce qu'on va présenter, on n'a pas le retour immédiatement. Donc c'est au bout de, comme disait voilà Gaël avec la dame qui est passée, donc c'est des retours inattendus. Stéphane, Ouais. est-ce que sur cette idée d'être instrumentalisé par le pouvoir politique en tant qu'animateur, je crois qu'on a complètement conscience des enjeux, ce pourquoi on nous invite, à quel moment, à quel endroit. Enfin, on n'est pas naïf sur parfois certaines invitations qui ne sont pas d'ailleurs à tout à prendre de la même manière, évidemment. Après, je pense qu'il faut dissocier aussi alors, il y a un contexte, et puis il y a la possibilité de répondre, comme je parlais tout à l'heure, d'honnêteté, d'une certaine, une chance d'avoir une visibilité. On n'est pas obligé d'être le bon élève, on n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on imagine de nous. Je crois que c'est... et puis avant tout, il y a l'urgence de faire de l'art dans un espace vivant, faire de l'art... Peu importe, je crois qu'on peut aller au-delà, au-dessus, différemment, à côté. Moi, je ne me sens pas très encombré de cette question-là, en fait. Moi, il me semble pas. Gaël, toi qui a fait la Nuit Blanche par exemple, ou le Village Olympique, qui sont des projets, l'un est terminé et l'autre est en cours. Toi, c'est ton inconscient qui parle. Et devant témoin. Ok. Alors j'enchaîne. Eh bien, pour ces produits purement marketing, donc pour lesquels j'étais richement payé, non, bah évidemment, c'est des opportunités qui sont extraordinaires parce que, alors certes, le politique a une volonté de faire passer des messages. Et après, je dirais que chaque commissaire, chaque directeur artistique se soumet ou pas à cette volonté-là. Moi, généralement, quand on me pose un objectif, j'essaye d'en trouver un meilleur et de retourner le truc comme un gant de toilette pour dire ce que je vais vous proposer, c'est encore mieux que ce que vous aimeriez que je fasse. Et jusqu'à présent, je me suis pas trop pris les pieds dans le tapis et je suis toujours assez malin pour qu'il y ait toujours une porte dérobée qui permet dans chaque projet d'y voir quelque chose de réellement subversif, en tout cas pas provoquant gratuitement, mais qui permet de maintenir cette énergie de l'art, quoi. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure avec De Wadi. Pour nous, avec De Wadi, dès le début, la première question, je pense, nos premières conversations, ça a été attention, c'est pas une commande religieuse, quoi. C'est très très clair. Et dès qu'on a parlé, De Wadi m'a parlé de la danse contemporaine, il m'a parlé de ses influences avec une chorégraphe. Voilà, en fait, pour moi, je me suis dit, c'est ça, ce sera ça le sujet. Enfin, je veux dire, j'avais pas besoin de le dire. De Wadi avait déjà commencé à faire ses croquis, c'était déjà ça le sujet. Et donc, ça n'empêche pas. Voilà, on est, je dirais, on est malin. On sait répondre aux choses tout en y glissant suffisamment de petites pierres qui permettent de perpétuer, de continuer à tenir ce message d'un art contemporain éclairant, je dirais, et pas asservi, quoi. Je pense que Stéphane, c'est exactement ce que tu fais dans tes projets tout le temps, quoi. C'est vraiment la note que je connais de tes projets. Mais il me semble en fait que l'art en fait entretient cette relation avec la figure du pouvoir, de l'autorité depuis très longtemps, que ce soit les commandes de l'Église, que ce soit les commandes du roi, les commandes d'un État. Et pourtant, on peut voir à quel point tellement d'artistes en sont bien sortis sans vendre leur... Pardon.
Micro, on a un sans problème. vendre leur âme, en poursuivant leur travail, et même parfois, comme tu disais, en laissant des petits cailloux, des petits messages qui sont recevables par ceux qui veulent les voir. Mais donc, oui, non, j'ai pas de... Enfin, de toute façon, il me semble que l'art, depuis longtemps, entretient une relation ambiguë avec je sais pas, autorités dont tu parles. Après, Alain, il y a des trucs ratés, je veux dire, tu vois. Des trucs ratés qui sont ce qu'ils sont, quoi, et qui sont pas plus que ce qu'ils sont. Ouais, on va pas du tout, évidemment, citer des exemples, vous en doutez bien. Je sais qu'il y en a qui voulaient. Ils disaient, ah, ça y est, ça va chauffer. Enfin, il faut attendre 1 heure pour que ça commence à balancer. Bien sûr que non. Mais évidemment qu'il y a des projets, je veux dire, qui sont des illustrations. Voilà, pour le dire clairement. Et c'est pas un message, je veux dire, offensif envers des illustrateurs que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt que l'art, ça peut pas être une illustration. C'est forcément un pas de plus et c'est forcément plus complexe. Donc, il y a une volonté politique, moi je te la confirme, je veux dire, de certaines municipalités, de se dire, les artistes vont m'illustrer un problème que j'ai, quoi, ou vont régler par l'illustration un problème que j'ai dans un quartier, en bas d'un immeuble, ou je ne sais quoi. Ben, notre travail à nous consiste à dire, on va essayer d'aller un peu plus loin que d'illustrer ou de vous faire croire qu'on va régler le problème en faisant une fresque murale, quoi. En fait, il va falloir que cette fresque, elle dise autre chose, si c'est vraiment une fresque, ou il va falloir que le projet artistique, il dise un peu plus que soit juste une solution. Et c'est vrai qu'il y a une volonté d'instrumentaliser, mais je veux dire, qui n'est pas contemporaine, on en a parlé, enfin, voilà, qui est naturelle. Et ça serait bien naïf que de croire que les artistes peuvent se soumettre à ça. Et ceux qui le font et qui sont définitivement passés du côté de l'illustration, bon, bah, ça se voit, quoi, je veux dire. Ça se sent, quoi. Ça ne marche pas. Très bien, ben on va terminer ce débat, ça fait à peu près 1 heure, en concluant sur la liberté de l'artiste que Gaël vient d'évoquer avec Stéphane. Et on va laisser la parole au public, s'il y a des questions. Là, juste derrière. Mathilde, tu veux bien que je passe? Ah, oui. Alors, Mathilde, tu veux bien passer le micro? Mathilde veut le garder, je crois. Veut garder le micro. Merci pour cette conversation. Je vais essayer de mon mieux de formuler la question parce que français, c'est pas ma langue principale. De tout ce qu'on a vu là, c'est plutôt dans des églises ou bien des espaces, comme Gaël a dit, qui ont une histoire. Je viens de la Serbie, où déjà les institutions pour le public sont vraiment pas assez accessibles, mais plutôt parce qu'ils étaient fermés pour longtemps. Et ont toujours voulu faire des choses dans des autres endroits pour attirer un autre public. Et est-ce que ça dépend où on met une œuvre d'art, si elle peut être dévalorisée ou pas? Ça dépend si c'est un endroit plus, comment dire, approprié pour une œuvre d'art. Je ne sais pas si j'étais claire, j'essayais vraiment de faire mieux. La question c'est est-ce qu'un endroit peut nuire, peut être mauvais pour une œuvre? Bien sûr, s'il y a des endroits qui sont plus favorables ou plus, où il y a des endroits qui, voilà, parce qu'une œuvre d'art dans un contexte ou dans un autre, mais il faut essayer juste de placer une œuvre et que ce soit un bon contexte. Mais après, cette image est vraiment belle, mais ça ne veut dire pas que c'est juste dans des espaces beaux qu'une œuvre d'art pour dialoguer. La pièce qu'on voit, c'est un hommage que tu as fait, Stéphane, aux fameuses pierres qui roulent. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ça c'est en Amérique du Sud. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, sur les grands plateaux. Dans la vallée de la mort, qui s'appelle Racetrack Playa, qui sont des pierres qui avancent toutes seules.
Moi, je crois pas qu'il y ait d'endroit dévalorisant. Vraiment, je réfléchissais là en même temps à la question. Par exemple, il m'est jamais arrivé de renoncer à une invitation parce que le lieu me plaît pas. Je crois pas. J'ai pas le souvenir de ça, en tout cas. Pourtant, j'ai fait des projets dans des grottes perdues, dans des vallées enfouies. Mais il me semble pas qu'un espace. Au contraire, je crois que tout espace, toute typologie d'espace. Après, oui, bien sûr, je ne vais pas dire quand on est invité dans un espace, dans un lieu où on sait qu'il va y avoir un peu plus de public et que la réception du projet va être un peu plus médiatisée. Voilà, on n'en est que plus content. Évidemment, ce serait mentir que de dire le contraire. Mais ça n'empêche pas, ça ne change pas la manière de travailler. Ni l'énergie avec laquelle on rentre dans un projet, non, je crois pas. Et puis, non, je sais pas. Pourquoi vous aviez un espace à proposer? Oui, bon, j'ai fait plusieurs projets, par exemple, dans un contexte sportif, par exemple. Je voudrais faire, par exemple, dans le théâtre, parce que je trouve les gens en Serbie vont beaucoup au théâtre et moins en galerie. Donc peut-être dans les foyers d'un théâtre avant. Voilà, c'est juste une question parce que parfois, oui, j'ai des artistes qui m'ont proposé même de faire des choses dans des restaurants, mais j'ai toujours un peu peur que si ça dévalorise l'œuvre de l'artiste ou pas. Donc c'est pour ça que je vous demande justement s'il y a des endroits qui sont plus favorisés ou si on est quand même un peu plus libre et si c'est plus acceptable. Après, c'est vrai que chaque artiste décide, mais je me pose la question moi-même. Une des particularités de Stéphane, c'est justement qu'il est un nomade, parce que même sa galerie est nomade. Ça, on ne l'a pas cité. Oui. Mais voilà, tu as choisi de rester dans une galerie qui n'a pas de lieu défini et qui a adopté un nouveau mode de circulation, alors que tu pourrais très bien... Je sais très bien que d'autres galeries souhaiteraient que tu travailles avec eux, mais finalement, tu n'as pas de lieu. C'est étrange, mais c'est comme cela. Donc, une autre question, excusez-moi. Non, je rebondis juste sur, par exemple, l'exemple du restaurant. En fait, tout dépend ce qu'on y fait, quoi. C'est pas la question du lieu, c'est la question du geste, quoi. Comment on va faire résonner. Alors peut-être, c'est vrai, je me vois pas faire une exposition de photos dans un restaurant. Peut-être c'est un autre geste qui va m'habiter pour le faire résonner autrement. Mais je crois pas du tout que ça dévalorise quoi que ce soit. Il me semble pas. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait de s'exposer à des interlocuteurs, des agents pendant le processus de création de l'œuvre, et donc forcément des gens qui sont pas forcément dans le milieu de l'art et plus du côté, on va dire, administratif des mairies, enfin tout ce côté-là. Et en fait, je voulais savoir si, à certains moments, en expliquant la portée de l'œuvre, vous vous confrontiez à des retours qui vous amenaient aussi à remettre en question peut-être la portée de l'œuvre ou et à réimaginer, on va dire, sa nouvelle portée ou à la recontextualiser. Ou si, à l'envers, comme vous avez expliqué tout à l'heure, que vous arrivez tout de même à poser des cailloux et quand même passer au travers de ces contours-là, en fait. Ça, c'est une question vraiment intéressante. Franchement, c'est presque l'objet d'un débat. Je trouve qu'elle est hyper riche, cette question, parce que, en fait, ce que vous dites, ce serait même, est-ce que quand on a... C'est même la dimension autoritaire d'un projet. Parce qu'en réalité, faire un projet artistique et dire, je viens poser un truc dans une église, dans un lieu ou quoi... il y a une volonté qui s'est décidée par un groupe, et puis ça s'impose à un public.
Et en fait, la question que vous posez, ça serait aussi, enfin, je ne me permets pas de dire quelle est la question que vous posez, mais ce que ça m'évoque, ça serait aussi de se dire, bon, un projet qui est en cours, par exemple, est-ce que par rapport à l'administration de ce lieu, des gens qui y travaillent, des gens qu'on va croiser pour faire ce projet, si eux ne sont pas à l'aise avec ce projet ou le remettent en question, par exemple, est-ce que le projet va évoluer, est-ce qu'il va changer, est-ce que le projet peut être abandonné et tout. Moi, j'ai pas cette expérience-là. Enfin, j'ai pas eu de moment dans les projets que j'ai pu accompagner avec un clash, un bug ou un désaccord. Mais c'est une question qui est vachement intéressante parce que ça mérite d'être creusé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'autorité à décréter qu'on va faire une œuvre dans un lieu et on n'est pas dans le monde naïf où dès que l'art arrive, forcément c'est beau, c'est bien et c'est réussi, quoi. Donc effectivement, c'est une bonne question. Je sais pas si Stéphane de Wadi, peut-être t'as pas eu encore suffisamment probablement de commandes, mais est-ce que Stéphane ou même Lorraine, je me permets de leur poser la question pour vous si ça vous va. Est-ce qu'à un moment vous avez croisé des gens qui ont vraiment remis en question le projet avec, je veux dire, à un moment tu te dis, en fait, c'est une connerie ce que je suis en train de faire parce que, je sais pas. C'est intéressant ça. Non, je vois parfois des gestes qui, comment dire, se mettent à révéler, à cristalliser des questions politiques locales à l'échelle du monde, voilà, qui peuvent à un moment être exacerbé à tel endroit ou tel autre, et peut-être ça c'est des choses qu'on mesure peut-être un tout petit peu moins en tant qu'artiste, c'est-à-dire on en a conscience mais on ne sait pas à quel point ça peut éveiller des choses. Il m'est arrivé d'avoir juste des inquiétudes de la part de la personne qui m'invite sur tel projet, et puis j'ai jamais eu de censure, hein. On a pu y aller tout simplement en expliquant, c'est-à-dire que je pense qu'on travaille en confiance à chaque fois, c'est-à-dire si quelqu'un nous invite en tant qu'artiste, on a confiance en lui, en acceptant l'invitation, on va essayer de travailler en... Oui, non, oui, j'ai cet exemple où à Tel Aviv, j'ai fait un projet qui s'appelle Les pierres qui pleurent, et il se trouve que les pierres que j'avais récupérées venaient de Palestine, et elles s'égouttaient en faisant cristalliser un argile qui venait de la montagne de Jérusalem. Et donc, rien que de la provenance des pierres et la provenance de l'argile, il se posait tout un tas de questions qui, finalement, faisaient un débat politique avant même la question de l'œuvre, avant même, ça devançait l'appréhension même de l'œuvre. Donc, on s'est posé des questions sur à quel point, avec tout simplement l'origine de matériaux, une situation politique résonnait. Mais on n'a pas rebroussé chemin, on l'a fait. On l'a fait, on a expliqué, on a débattu, on a... Voilà. Ouais. Bonsoir, merci à vous tous. Ma question est peut-être plus à Lorraine. Par rapport au choix des artistes pour les projets, vous avez évoqué tout à l'heure Tania Moreau ou Joël ou le projet avec Diwadi. Comment se fait le choix? Est-ce que vous, en tant que mécène, en tant que fonds de dotation, ou plutôt c'est le choix du commissaire avec qui vous collaborez? Comment se fait, enfin, en fonction du lieu? Merci. Oui, alors en fait, nous, chaque projet est très différent. Donc, on travaille avec des institutions culturelles, on travaille avec les sites, on travaille avec des FRAC. Donc, en fait, je ne peux pas vous répondre parce que parfois, ça prend la forme d'appel à projet, avec les Beaux-Arts, par exemple. Stéphane, c'était une proposition de Gaël Charbot, avec qui on a travaillé au Collège des Bernardins. Donc, ça peut être aussi des projets qu'on soumet. Par exemple, je pense à Benjamin Loyauté au Palais de la Porte Dorée pour Nuit Blanche avec Gaël Charbot également. Voilà, donc c'est très variable. Bonsoir. Moi, c'est une question assez large, mais pour savoir si on pouvait, si vous pouviez donner votre avis ou vision, je ne sais pas comment dire, de la trace. Parce que voilà, après moi je suis très côté performance, et du coup je trouve que de toute façon une œuvre in situ, c'est une intervention d'un artiste dans un lieu qui vient faire quelque chose. Donc après voilà, ça prend des formes différentes, et
de Wadi, c'est plus penser une peinture qui va s'inscrire à un endroit qui est en relation avec le lieu et qui est posée peut-être au dernier moment, et inversement, pas inversement, mais différemment. Par exemple, l'image qu'on a devant les yeux un peu plus loin, là on sent qu'il y a vraiment eu un geste même physique qui s'est fait dans le lieu, et reste peut-être une sorte de trace, et on imagine le geste qui se fait comme un dessin qui serait tracé sur le lieu, en l'occurrence ici le sol. C'est large comme question, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette question de l'inscription de la trace, et du coup qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui à la fois ça, pour beaucoup de projets desquels vous avez parlé, c'était temporaire, donc après ça part, mais ça reste dans la mémoire des gens associés au lieu. Voilà, c'est un petit peu large, mais... Moi, j'ai un embryon de réponse. Je saute là, sur l'opportunité, parce que je vais reparler rapidement du village olympique. Dans les 6 chapitres que j'ai imaginés pour le village olympique, le plus complexe, celui qui va être lancé en dernier, c'est justement, est-ce qu'une commande publique peut être autre chose qu'une œuvre pérenne, je veux dire au sens matériel. C'est une question qui m'intéresse, c'est une question qui me semble d'actualité. Et donc, j'ai posé dans ce dernier chapitre que j'ai appelé Magie collective, j'ai essayé de poser les conditions de la création pour un village, bien que ce ne soit pas un village, pour un quartier, on va dire. J'ai essayé de poser les conditions de possibilité de léguer à un quartier, non pas une sculpture, une je ne sais quoi, mais de léguer un geste qui soit un geste issu des arts vivants. Donc, c'est un chapitre où la question qui est posée aux artistes, donc c'est un appel à projet, tous les chapitres sont des appels à projet, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme rituel, comme tradition, comme invention de peut-être orale, qu'est-ce qui pourrait se rester, qui ne soit pas un truc sur lequel on tombe, on shoot, on trébuche dans la rue, pour caricaturer, mais justement qui pourrait être quelque chose qui soit immatériel et qui soit, pourquoi pas... Enfin bref, j'ai pas de réponse, parce que moi, le but du jeu, c'est de pas avoir les réponses. C'est de poser les questions les plus embarrassantes possibles aux artistes. Et donc, effectivement, c'est à nouveau une excellente question, je trouve. Je pense que Stéphane, tu as dû réfléchir à des trucs comme ça, te connaissant. C'est sûr. Cette question-là de la commande pérenne de quelque chose qui ne soit pas tangible, qui peut pas vieillir d'une certaine façon, ou qui peut vieillir, qui peut peut-être évoluer dans le temps. Ça pose des tonnes de questions, vous n'imaginez même pas, parce que qui en est propriétaire? Enfin, déjà, quand c'est identifié, c'est une galère sans nom, parce qu'il y a des communes, des privés, tout ce que vous voulez, qui doivent entretenir une œuvre quand elle est pérenne. Là, on parle d'une commande a priori éphémère, mais en fait, on n'a jamais dit que c'était éphémère, en fait. In situ veut pas dire éphémère. Et donc, je passe la patate chaude à Stéphane sur cette question de... C'est une excellente question, je trouve. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut pérenniser une commande qui soit pas forcément matérielle, quoi. Le geste, quoi. Bon, c'est une question qui n'est pas résolue, et j'espère jamais encore, mais en tout cas qui m'habite pas mal. En fait, je crois aujourd'hui que je crois pas plus en la pérennité des matériaux. Il me semble pas que ça dure plus longtemps. Je pense qu'on a vu ça avec émotion avec les statues de Palmyre. À un moment, c'est pas parce que c'est fait en pierre que ça tient. On a bien vu que les histoires, par contre, elles traversent longtemps. On en fait des cultes, beaucoup de gens se les réapproprient et les gardent, les réinventent. Donc j'aurais tendance à ne pas vouloir faire lutter l'un contre l'autre. Et puis je crois que j'aime aussi beaucoup l'art qui surgit comme un bouquet de fleurs et qui s'éteint, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose qui me plaît, qui me touche aussi dans la préciosité d'un moment. Voilà, et peut-être la force aussi, une certaine fulgurance, parce que ça existe peu, pas longtemps. Je crois qu'aussi peut-être cette rareté, je veux dire, c'est comme dans un endroit avec beaucoup de réverbération, quand on claque très fort, ça dure longtemps. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Voilà. Mais ce ne sera pas ni plus dans la pierre, ni dans le béton, ni dans le marbre, ni dans... Voilà, je ne crois pas que ça joue énormément, en fait, sur la pérennité de quelque chose qui s'est passé, qui a existé. Ouais. Mais t'as fait un truc ou pas? T'as fait quelque chose qui était comme ça, un geste suspendu, qui n'existe pas ou...
Pas encore. Plusieurs, en fait. Beaucoup de mes projets, en fait, à un moment disparaissent, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Oui, non, après, de manière plus... oui, par exemple... à Digne-les-Bains, où j'ai travaillé avec des crieurs dans la montagne. Voilà, donc c'est un... Voilà, alors, il y a eu une installation qui s'est faite pour retranscrire ce qui s'est passé, mais oui, la performance, ce qui s'est passé, ou quand la meute, quand j'ai introduit la meute de loups, c'est-à-dire c'est un moment, voilà, Les riverains s'en souviennent. Voilà, il n'y a pas besoin de je pense pas que si j'avais fait une sculpture de loup, l'histoire serait restée aussi longtemps, quoi. Je pense pas. Merci. C'est un autre débat, là, ça, t'as vu? Hop, on te fait des sujets de débat ce soir. C'est commande publique et immatériel. Ça, c'est pas un beau débat, ça. Voilà. Merci.